Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un chapeau qui est une icône du style sous les tropiques, le Panama. Le Panama, parfois aussi connu sous le nom de chapeau toquilla, est un chapeau de paille léger, reconnu pour sa souplesse et sa respirabilité, ainsi que pour sa résistance. Historiquement porté dans les pays chauds avec des costumes d'été en lin ou en soie, il est encore souvent croisé dans les climats ensoleillés pour protéger le porteur du soleil, étant donné que c'est un chapeau confortable et stylé, bien que maintenant il est souvent porté avec des tenues variées et moins formelles. Venant d'Amérique latine, le Panama fut développé, comme vous vous en doutez peut-être, en Équateur. Les peuples pré-Inca qui occupaient la région qui est maintenant l'Équateur utilisaient depuis des siècles la paille de la plante Cardulovica palmata, connue localement comme toquilla ou jipijapa, pour se faire des coiffes, car cette paille était souple et solide et se prêtait bien au tressage. Les chapeaux qu'ils confectionnaient avaient plutôt la forme d'un bonnet ou d'une toque, d'où le nom de paille toquilla que les Espagnols lui donnèrent. Cette pratique fut découverte par les conquistadors en 1525, quand ils arrivèrent dans la région. Les Espagnols furent apparemment très impressionnés par les techniques de tressage de la région, qui donnaient un produit si fin et si détaillé qu'ils se demandaient si ce n'était pas de la peau de chauve-souris. Dans le siècle qui suivit, ils demandèrent parfois aux indigènes de leur fabriquer des chapeaux à large rebord pour se protéger du soleil, donnant naissance aux premiers ancêtres du Panama. Mais l'Équateur est une région montagneuse, éloignée de la plupart des routes de commerce, et était un peu une province reculée de l'Empire espagnol. De fait, bien que ces chapeaux étaient très populaires localement, ils demeurèrent un peu un secret gardé, bien que les techniques de tissage et la qualité des chapeaux furent raffinées au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais ce n'est qu'au siècle suivant qu'ils se répandirent au-delà de leur région d'origine, et acquirent leur nom peu intuitif. La véritable révolution pour ces chapeaux advint en 1835, quand un homme nommé Manuel Alfaro émigra de l'Espagne vers l'Équateur, espérant améliorer sa vie. Il s'installa dans un endroit appelé Monte Cristi, et très vite se lança dans l'industrie du chapeau. Jusque-lors, la fabrication des coiffes était principalement une affaire artisanale, souvent pratiquée à la maison. Alfaro créa un grand réseau d'artisans qui pouvaient produire un très grand nombre de chapeaux, ce qui leur permit d'être pour la première fois exportés plutôt que d'être vendus localement. Donc on peut se demander, si ce chapeau est un produit développé et fabriqué en Équateur, pourquoi porte-t-il le nom d'un autre pays éloigné de 1000 km? Eh bien, sans manquer de respect à l'Équateur, mais ce n'était pas exactement un centre du commerce et du voyage à l'époque. La plupart de leurs produits étaient envoyés vers les ports de Panama, avant d'être commercialisés ailleurs, car l'isthme était un grand carrefour de voyageurs transcontinentaux et transocéaniques. Alfaro, en étant bien conscient, décida donc de vendre ses chapeaux par le biais du Panama, aux voyageurs en transit, et d'autres fabricants le suivirent. Ils eurent un grand succès auprès des prospecteurs américains, allant vers la ruée vers l'or californienne en 1849, car à l'époque c'était plus rapide et plus sûr de descendre en bateau jusqu'au Panama, traverser et remonter jusqu'à la Californie, que d'essayer de traverser le continent américain. Ces hommes en achetèrent près de 250 000 par an. Lorsqu'on leur demandait où ils avaient acheté leurs chapeaux, ils répondaient « Panama », et le nom est resté. Il fut cimenté dans l'esprit des gens avec la construction du canal de Panama, dont les ouvriers appréciaient beaucoup cette coiffe, et avec une photo prise du président Roosevelt en portant un lors d'une tournée d'inspection. Le nom Panama lui fut associé de façon indélébile, bien qu'en Équateur, il continue de l'appeler, et je m'excuse pour la prononciation, sombrero de paja toquilla. Répandu à l'Amérique avec la ruée vers l'or, il connut un succès global lorsqu'il fut présenté à l'Exposition universelle de 1855 à Paris. Se vendant comme des petits pains, il fit sensation. L'empereur Napoléon III exprima son engouement pour le chapeau, impressionné autant que les Espagnols 3 siècles plus tôt par la qualité du tressage, ce qui assura son succès. Ceci fut accentué lorsque d'autres têtes couronnées lui donnèrent leur approbation, et le Panama se répandit en Italie et en Angleterre, où il devint le chapeau estival de choix. La popularité du Panama ne diminua pas au long du XIXe siècle, bien qu'il fût concurrencé par le plus rigide et formel canotier, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Le Panama était préféré dans les climats tropicaux car il était plus léger, et s'il était fabriqué correctement, pouvait être plié sans l'abîmer pour le ranger. En 1898, le gouvernement américain commanda 50 000 chapeaux à l'Équateur pour équiper ses troupes allant combattre les Espagnols dans les Caraïbes lors de la guerre hispano-américaine. Beaucoup de ces soldats ramenèrent le style chez eux, popularisant encore plus le Panama aux États-Unis. Et comme je l'ai dit plus tôt, il était populaire parmi les ouvriers creusant le canal de Panama.
Le succès du Panama créa un désir de l'imiter et de le concurrencer. Vers la fin du XIXe siècle, des usines furent établies à Taïwan, alors appelée Formose, pour fabriquer des chapeaux de style Panama avec des fibres locales. Appelés chapeaux Tamsui, bien que n'égalant pas la qualité des vrais Panamas équatoriens, ils étaient beaucoup moins chers et étaient populaires en Asie au début du XXe siècle. D'autres pays tentèrent leurs propres imitations, mais aucun n'égala la qualité de la paille toquilla ou l'expertise des tresseurs de l'Équateur. Pendant longtemps, on trouvait des Panamas de formes très différentes, et on peut encore, en certaines mesures. Mais il avait le plus souvent une calotte en forme de cloche. La forme rappelant un fedora, que l'on trouve le plus souvent aujourd'hui et que je porte actuellement, est due au chapelier italien Borsalino, qui fut fortement investi dans la vente de ce chapeau. Ils lui ont donné cette forme pour imiter les fedoras très à la mode après les années 20, et le style est resté. Après la Première Guerre mondiale, il regagna la popularité qu'il avait perdue en Europe face aux canotiers, et resta populaire jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, les chapeaux étaient l'export principal de l'Équateur, devançant même son lucratif commerce bananier. Comparé à d'autres couvre-chefs, le Panama fut moins affecté par le déclin du port des chapeaux dans les années 60. Bien sûr, le port des costumes formels dans les lieux tropicaux fut largement abandonné, la société devenant moins formelle, et la proportion des gens portant le Panama diminua en conséquence. Mais étant un chapeau pour se protéger du soleil, il resta populaire dans de nombreux lieux de vacances. Beaucoup de Panamas vendus aujourd'hui ne sont néanmoins pas les vrais fabriqués en Équateur avec de la paille toquilla. Bon marché, des versions en paille de basse qualité ou en plastique fabriquées en Chine sont vendues dans de nombreux lieux touristiques, souvent à des touristes qui cherchent à rapidement se protéger du soleil et à éviter les casquettes de baseball. On trouve quand même de vrais Panamas, et beaucoup de célébrités les apprécient, ainsi que beaucoup de femmes. Longtemps un accessoire masculin, le Panama est aujourd'hui très unisexe, porté par des acteurs et actrices, personnalités politiques, familles royales, et particuliers cherchant à se donner du style au soleil. Ponte Christi, où Manuel Alfaro s'établit il y a près de 2 siècles, est encore aujourd'hui un centre de manufacture de chapeaux, fabriquant ceux qui sont considérés comme les meilleurs Panamais du monde. Certains requièrent à des maîtres tresseurs 8 mois de travail par chapeau et peuvent coûter des milliers d'euros. L'UNESCO reconnut leur maîtrise et savoir-faire en inscrivant en 2012 la chapellerie équatorienne au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. En attendant, chapeau à vous tous.